Bonjour et bienvenue à une nouvelle édition de Peter Moore pour The Plot 9/11. Aujourd'hui, on discute des manifs et de la menace de la Troisième Guerre mondiale qui pèse sur nous autour de l'Iran et de la Syrie. Une guerre probablement terminale pour l'humanité et déclenchée, bien entendu, par le duo US-Israël. Qui d'autre oserait menacer l'humanité dans son entier? Les protestations anti-guerre ne questionnent pas la légitimité de ceux contre qui les protestations sont dirigées. Les protestations et les manifestations sont acceptées en démocratie occidentale, justement parce qu'elles acceptent l'ordre établi, l'ordre politique établi, parce qu'elles s'y soumettent, en mettant de la pression sur les élus pour qu'ils changent de position politique. Elles servent les intérêts des criminels de guerre haut placés à qui les demandes sont adressées. Ultimement, ce qui est remis en cause est la légitimité des acteurs politiques et militaires et les structures du pouvoir économique qui dirigent la formulation et l'orientation de la politique étrangère des États-Unis. Pendant que l'administration Obama implémente la guerre au terrorisme, entre guillemets, les évidences, incluant une tonne de documents officiels, confirment amplement que les administrations US successives ont supporté, encouragé et protéger le terrorisme international. Ce fait en soi doit être caché parce que s'il en venait à être connu par le public, la légitimité de la guerre au terrorisme s'écroulerait comme un château de cartes. Et dans le procédé, la légitimité des principaux acteurs derrière ce système serait menacée. La sainte croisade états-unienne contre le fondamentalisme islamique constitue la fondation de la doctrine états-unienne sur la sécurité nationale. Comment peut-on briser efficacement l'agenda de la guerre et de l'État policier? Il faut révéler la vérité. Le plus grand ennemi du gouvernement états-unien est la vérité. Révéler les mensonges derrière l'administration US et ses alliés comme la France, Israël et le Canada constitue la base pour mettre en doute la légitimité des principaux acteurs politiques et militaires. Même si la majorité de la population est contre la guerre, ce n'est pas assez pour prévenir la guerre. Les objectifs de la campagne de propagande est de maintenir les mensonges qui supportent la légitimité des principaux acteurs politiques et militaires. Une condition nécessaire pour faire tomber ceux qui mènent est d'affaiblir et éventuellement démanteler leur campagne de propagande. Quelle est la meilleure façon d'atteindre ces objectifs? En exposant au grand jour les mensonges derrière la guerre au terrorisme, entre guillemets, en révélant la complicité de l'administration US dans les tristes événements du 11 septembre. C'est une gigantesque arnaque, le plus grand mensonge de l'histoire des États-Unis. Le prétexte pour la guerre ne colle pas et les meneurs devraient être retirés. De plus, il est important de démontrer que l'ennemi numéro 1, Osama Bin Laden, est une fabrication. Les opérations secrètes soutenant les organisations terroristes, incluant la connexion entre Al-Qaïda et la CIA depuis la guerre afghane-soviétique, doit être complètement révélée parce qu'elle est directement reliée à la vague de terrorisme qui a eu lieu depuis le 11 septembre, toutes supposément liées à Al-Qaïda. Pour renverser la vapeur, répandre l'information à tous les niveaux qui font front à la campagne de propagande est requise. La vérité ébranle et éclipse le mensonge. Une fois que cette vérité est pleinement comprise, la légitimité des meneurs s'écroulera comme un château de cartes. Quand les mensonges seront totalement révélés, la légitimité de l'agenda militaire US-OTAN-Israël sera brisée. Même si ça ne résulte pas en un changement fondamental et significatif de régime aux États-Unis, un nouveau consensus anti-guerre, entre guillemets, aura émergé, qui viendra éventuellement paver la route pour une lutte beaucoup plus large contre le nouvel ordre mondial et la quête de l'Empire états-unien pour une dominance mondiale. Les protestations ne remettent pas en doute la légitimité de la structure du pouvoir. Demander à Obama de respecter la Convention de Genève ne change rien. Ultimement, un agenda pour la paix requiert de détrôner les criminels de guerre au gradé, comme première étape pour désarmer les institutions et structures corporatives du nouvel ordre mondial. Pour briser l'Inquisition, on doit aussi briser la propagande, sa campagne de propagande et d'intimidation qui galvanise l'opinion publique à accepter la guerre au terrorisme, entre guillemets. Les collectifs anti-guerre des États-Unis, Canada et Europe occidentale sont composés de plusieurs syndicats, ONG, groupes communautaires, etc.
dont plusieurs sont dépendants des fonds du gouvernement pour leur financement. Plusieurs de ces ONG comptent grandement sur les contributions des agences gouvernementales et privées telles que Ford, les fameuses fondations Rockefeller et McCarthy, parmi tant d'autres. Même si ces mouvements anti-guerre et anti-mondialisation sont opposés à Wall Street, les 5 grands contracteurs de défense, les manufacturiers d'armes, et les géants du pétrole texans contrôlés par Rockefeller, les fondations et charités de Rockefeller, vont généreusement financer les réseaux anticapitalistes et anti-guerre, ainsi que les environnementalistes opposés à l'industrie pétrolière, avec comme objectif de ultimement superviser et donner forme à leurs activités. Les mécanismes de la manufacture de la contestation, entre guillemets, requièrent un environnement manipulateur, un procédé de torsion de bras et de nomination subtile d'individus à l'intérieur d'organisations progressives, incluant les coalitions anti-guerre. Une note personnelle, j'ai bien vu de mes propres yeux dans le mouvement Occupy Wall Street à Montréal et dans les manifestations étudiantes contre la hausse des frais au Québec, ces ONG et groupes communautaires infiltraient le mouvement pour passer leur message subtilement. Plusieurs de ces organismes sont financés par le Rockefeller Institute et autres groupes élitistes comme mentionné plus haut. Leurs leaders sont choisis par ces mêmes financiers et leurs politiques orientées par ces mêmes mégalomanes qui font peser sur nous la menace d'une troisième guerre mondiale nucléaire en passant. Ces manifestations sont en fait bienvenues dans notre prétendue démocratie parce qu'elles se soumettent au système en place en reconnaissant l'autorité des criminels comme Bush, Obama, Harper, Charest et Sarkozy. C'est comme demander à un meurtrier de passer des lois contre les meurtriers. C'est absurde. Il faut mettre les meurtriers en prison et exiger un changement fondamental ne permettant plus aux criminels de se retrouver dans des positions de pouvoir. Il me fut pénible de reconnaître que manifester n'a jamais été la solution. En tant qu'activiste, j'ai investi beaucoup de temps dans ces manifestations. Mais il ne faudrait pas, par contre, dénigrer le bon côté de ces manifestations. Elles nous ont permis de nous réunir, de réaliser à quel point nous sommes de plus en plus nombreux à revendiquer ce système élitiste fondé sur l'exploitation et la guerre. Elles ont aussi permis aux Québécois de se sentir plus Québécois que Canadiens, un pas important vers la souveraineté au Québec. Elles ont même permis de faire éclater au grand jour des vérités jusque-là inaccessibles à la population en général, de par le comportement manipulateur et désinformateur des médias de masse. À ceux assez dignes et ouverts pour l'écouter, évidemment. Pendant que les médias de masse s'adonnent à la manufacture du consentement, entre guillemets, les réseaux complexes d'ONG, incluant des segments des médias alternatifs, sont utilisés par l'élite corporative pour modeler et manipuler les mouvements de protestation. Aux États-Unis, les principales coalitions anti-guerre, incluant Peace and Justice et Move On, sont fondées par l'establishment corporatif. Similairement, les médias alternatifs, inclinés vers la gauche, qui ont accepté le mythe de la version officielle du 11 septembre, tendent à jouer le rôle de mégaphone pour la guerre menée par les États-Unis. Un mouvement anti-guerre fondé par les fondations corporatives principales est la cause plutôt que la solution. Un mouvement anti-guerre cohérent ne peut pas être fondé par les militaristes. La guerre en Afghanistan a été définie comme une guerre juste par plusieurs progressistes. Entre guillemets progressistes, s'il vous plaît. L'argument de l'autodéfense fut accepté comme une réponse légitime aux attentats du 11 septembre 2001, sans examiner que l'administration états-unienne n'a pas seulement supporté les réseaux de terreur islamique, mais a aussi été instrumentale dans l'installation d'un gouvernement taliban en 1995-96. En 2001, suite aux attentats du 11 septembre, les mouvements anti-guerre contre l'évasion illégale de l'Afghanistan furent isolés. Les syndicats et les organismes de société civile ont avalé les mensonges médiatiques et la propagande gouvernementale. Ils ont accepté une guerre de rétribution contre Al-Qaïda et le Taliban. Plusieurs leaders intellectuels de mouvements de gauche ont même supporté l'agenda de la guerre au terrorisme. La désinformation médiatique l'a remporté. Les gens furent trompés sur la nature et les objectifs sous-jacents à l'invasion de l'Afghanistan. Osama bin Laden et le Taliban furent identifiés comme les principaux suspects des attaques du 11 septembre, sans l'ombre d'une preuve et sans adresser la relation historique entre Al-Qaïda et l'appareil d'intelligence états-unien. Déjà, à peine quelques heures après les détournements d'avions, Bin Laden était pointé du doigt sans qu'aucune enquête n'ait alors été entreprise. Dans cette optique, comprendre le 11 septembre 2001 est crucial pour prendre une position anti-guerre.
Le 11 septembre est le pilier de la propagande états-unienne. Il maintient l'illusion d'un ennemi étranger et justifie les interventions militaires préemptives. Le message doit être crié haut et fort. L'Iran n'est pas la menace. Si l'OTAN bombarde l'Iran, une guerre pourrait escalader jusqu'à englober une grande partie du Moyen-Orient, voire même une troisième guerre mondiale. Des débats et discussions doivent prendre place au sein même de la communauté militaire et de l'intelligence, particulièrement sur l'utilisation d'armes nucléaires tactiques dans les corridors du Congrès, dans les municipalités et à tous les niveaux du gouvernement. Les médias corporatifs aussi détiennent une lourde responsabilité pour avoir masqué les crimes de guerre commandités par les États-Unis. Ils doivent aussi être défiés pour leur couverture biaisée sur la guerre au Moyen-Orient. Depuis plus d'1 an, les États-Unis appliquent des pressions diplomatiques redoutables pour embarquer toute une liste de pays à supporter son agenda militaire. Il est essentiel qu'au niveau diplomatique, les pays du Moyen-Orient, de l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine prennent une position ferme contre l'agenda militaire états-unien. Les nations doivent sortir des alliances militaires US-OTAN qui incluent même des pays partenaires ne faisant pas partie de l'OTAN. Pendant ce temps, l'administration Bush et Obama finance des groupes dissidents qui soutiennent l'Iran aux États-Unis et même en Iran. Plusieurs personnes dans les mouvements anti-guerre condamnant l'administration US condamnent aussi le gouvernement du président Ahmadinejad pour sa position belliqueuse face au territoire palestinien nommé Israël. Le raisonnement illogique de la guerre juste, entre guillemets, utilisé comme prétexte pour bombarder la Yougoslavie sous le masque de l'humanitaire est maintenant appliqué à l'Iran. On a supposé que le président Ahmadinejad voulait qu'Israël soit rayé de la carte, comme rapporté par le New York Times en octobre 2005. L'allégation selon laquelle le président de l'Iran aurait dit « rayer de la carte » est fausse. La rumeur fut fabriquée par les médias états-uniens avec comme objectif de discréditer le chef d'État iranien et en fournissant une justification pour faire la guerre à l'Iran. Il est d'abord impératif de noter que la citation n'est pas de lui, mais de feu Ayatollah Khomeini, le père de la révolution islamique. Même s'il a cité Khomeini pour confirmer sa propre position face au sionisme, ces mots appartiennent à Khomeini et non à Ahmadinejad. Malgré que celui-ci fut blâmé pour une citation d'un autre, il partageait son point de vue et bien avant de prendre les commandes de l'Iran. Permettez-moi de vous citer la véritable citation en farsi, puis pardonnez ma prononciation. Imam goft in régime ishalgar quads bayad az safeye guskar mal shavad. Le passage vous paraît probablement insensé, mais un mot pourrait sonner familier, régime. C'est le mot régime prononcé exactement comme en anglais avec un hi à la fin. Ahmadinejad ne référait donc pas au territoire palestinien nommé Israël, mais bel et bien au régime sioniste qui règne sur Israël. C'est une distinction importante puisqu'on ne peut pas rayer un régime d'une carte géographique. Alors que voulait dire rayer de la carte? Rien. Le mot carte n'a jamais été cité. D'ailleurs, le mot rayer non plus. Imaginez l'envergure du mensonge que de dire qu'il veut qu'Israël soit rayé de la carte alors que ni Israël, ni rayé, ni carte n'ont été utilisés. La preuve est dans la traduction de la véritable citation farsi. L'imam dit que ce régime occupant Jérusalem doit disparaître de la page du temps. Le président espère un changement de régime dans Tel Aviv, c'est tout et c'est clair. La prétendue citation de rayer de la carte n'a pas seulement servi de justification à une attaque préemptive sur l'Iran, mais aussi pour mater et dompter le mouvement anti-guerre. Alors que le danger d'une guerre contre la Syrie et l'Iran est imminente, il n'est d'aucune priorité pour les mouvements anti-guerre des États-Unis, du Canada et de l'Europe. Pendant ce temps, une campagne est en cours dirigée par le United Against Nuclear Iran, exigeant qu'Obama et le Congrès préviennent l'Iran de développer l'arme nucléaire. Ça rappelle la désinformation sur l'Irak comme excuse pour une agression illégale préemptive. Plusieurs dans les mouvements anti-guerre continuent de croire que l'Iran constitue une menace et que la solution serait un changement de régime, même s'ils condamnent du même coup les États-Unis. Le financement des ONG par des exemptions de taxes, de charité et de fondations corporatives ont aussi contribué à affaiblir l'activisme anti-guerre lié à l'Iran. L'Iran est vu par plusieurs dans les mouvements anti-guerre comme un agresseur potentiel. Ses armes nucléaires inexistantes sont considérées comme une menace à la sécurité mondiale.
Les États-Unis et Israël, de l'autre côté, avec leur arsenal nucléaire démesuré et leur politique étrangère belliqueuse, constituent la véritable menace à la sécurité mondiale par une attitude malhonnête qui fait peser sur nous la menace d'une troisième guerre mondiale nucléaire. Le texte de ce document est une interprétation compte-rendue de l'excellent livre de Michel Chossudovsky, Towards a World War III Scenario.